Eh bien, bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Je vais attaquer effectivement sur l'industrialisation. Et qu'est-ce qui a fait les facteurs clés de succès et pourquoi on peut produire certaines pièces en impression 3D et basculer. Quelles ont été les limites de projet et quelles sont les limites qu'on peut encore rencontrer. Et qu'est-ce qui a changé si vous vous êtes penché sur des projets d'industrialisation il y a encore 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut avancer un petit peu différemment encore, même si on trouve encore des limites. Quelles pratiques on peut avoir et puis sur quel type de production généralement et quel type de technologie on s'appuie pour basculer sur de la partie industrialisation. Alors, je vous ai remis quelques avantages de façon à ce que voilà, vous puissiez lire en même temps que je partage. Les grandes clés, c'est effectivement de la souplesse de production, c'est de la réactivité, mais pas seulement. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des contraintes de délai d'approvisionnement ou des ruptures d'approvisionnement. On a eu des très forts exemples avec le cas sanitaire. Voilà, c'est un ensemble d'éléments d'industrialisation qu'on peut aller travailler. Mais dans certains secteurs, type le médical par exemple, ça peut être aussi de la différenciation industrielle et de la capacité en fait à créer de la différenciation vis-à-vis de son compétiteur. Typiquement, vous avez une pièce qui nécessite une ostéo-intégration. Eh bien, en fait, la qualité de l'ostéo-intégration va être faite par une structure lattice. Et cette structure lattice, eh ben, l'industriel va la déterminer en fait d'une façon particulière et qui ne se réalisera bien qu'en impression 3D. Et donc, du coup, il va créer cette différenciation et son modèle sera difficilement copiable, sauf à ce que l'industriel concurrent, s'il voulait se caler sur la réponse, bah, ils doivent investir comme l'a fait cette compagnie pour aller, entre guillemets, copier ou essayer de faire aussi bien que ce produit-là. Alors, quelques limites encore qu'on rencontre. On parle souvent de lenteur dans l'impression 3D, donc ça s'estompe. Il y a de plus en plus de technologies qui vont un peu plus vite, notamment sur les résines où on trouve des choses, on le verra un peu plus tard, qui vont assez vite. Malgré tout, on trouve de temps en temps quelques coûts. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, certains business models étaient développés au niveau des constructeurs sur du modèle de récurrence. Donc aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de machines ouvertes. Donc dans les projets d'industrialisation, un des premiers prérequis, ça sera de travailler effectivement sur des capacités de matériel qui vont aller vous permettre d'avoir des machines ouvertes, de façon à choisir le matériel et la matière que l'on veut. On va le voir un petit peu plus tard. Mais ça va être aussi des contraintes de certification, donc de qualification que vous pouvez avoir sur certains domaines. On parlait du médical à l'instant, ça peut être de l'aéro, etc. Ben voilà, ça va être ce genre de choses. Donc, quels sont les critères qui peuvent être limitants à un moment donné dans la mise en place d'une industrialisation? Ben, effectivement, sur des éléments de précision dimensionnelle, par exemple, ça peut être quelque chose qui va être limitant. Donc, suivant les technologies, on va aller chercher les pratiques dimensionnelles de la technologie et les contraintes dimensionnelles. Ça peut être de l'esthétique, ça peut être effectivement un état de surface qui va être aussi euh, esthétiquement une appréhension par rapport à un consommateur final ou par rapport à quelqu'un qui va acheter cette pièce-là. D'accord? C'est une pièce qui est visible. Bah, typiquement, on a encore du frein psychologique au changement sur l'aspect esthétique de la pièce. Donc, qu'est-ce qui a changé et où est-ce que on va aujourd'hui et quelles sont les tendances actuelles sur l'industrialisation et sur quelle base technologie on s'appuie? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sur la technologie, on a des technologies qui augmentent sur les vitesses. Alors, quelles sont les technologies qui augmentent leur vitesse de façon un peu plus flagrante? Il y a deux bases technologiques qui ont vraiment avancé en termes de vitesse. C'est plutôt les bases résine et les bases poudre. D'accord? Même si le dépôt de fil progresse assez vite, malgré tout, lorsqu'on parle de capacité de production, on est un petit peu plus limité et on a des contraintes potentielles de post-traitement qui impactent en termes d'industrialisation. Un petit peu plus limité. Pourquoi? Aussi sur la qualité de l'état de surface, eh bien, la technologie résine ou des technologies poudre vont être avec des niveaux de RA, par exemple, qui vont être bien plus proches d'un produit fini et qui vont vous éviter d'avoir une consommation de post-traitement important. Ça fait partie aussi des choses. D'accord?
Donc en termes de matériel, si on prend les facteurs clés de succès qui sont travaillés aujourd'hui sur les industrialisations et qu'on a travaillé, c'est des notions de précision. Donc là encore, sur les choix techno, ben, ça fait partie des choix techno. Et puis sur les matériaux, l'essentiel des contraintes, c'est surtout la première et la dernière ligne, c'est-à-dire les problématiques de certification ou les contraintes normatives que vous pourriez rencontrer sur un secteur versus une matière. Si on est dans le médical ou dans le biocompatible, voilà, on peut avoir des contraintes. Et puis une notion budgétaire, qui est une notion de coût de revient. Alors, voilà, je vous ai mis une petite cartographie juste pour que on ait quelques tendances d'évolution avec soit des résistances thermiques, avec des choses qui évoluent très fortement en termes de matériaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on a des chimistes qui ont énormément travaillé pour aller faire bouger les matériaux de l'impression 3D. Donc à droite, je vous ai mis un petit encart sur les parties certification, avec quelques normes sur lesquelles aujourd'hui l'additive manufacturing est complètement capable de vous accompagner en industrialisation. Voilà, donc si vous avez des contraintes dans votre domaine par rapport à ces normes-là, n'hésitez pas à venir vers nous, on sera capable de vous accompagner sur ces points-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on bascule petit à petit vers de l'industrialisation? C'est aussi sur des précisions dimensionnelles que l'on commence maintenant à être capable de travailler correctement, suivant les machines, suivant les bases techno et suivant les préparations de lancement que l'on n'aura pas préparées. Hein. Donc c'est pas je prépare une pièce et puis je la lance et je vais imaginer que je vais travailler à 5 centièmes. C'est clairement en fait une démarche d'industrialisation, c'est-à-dire que on fait une validation et un proof of concept, et ensuite on est capable de travailler sur ces choses-là. Pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à il y a 2 ans, en termes de vitesse, on est à peu près à x50, par rapport aux capacités qu'on avait il y a 2 ans, 3 ans à peu près. Donc forcément, on commence à se rapprocher en termes de vitesse, tout en ayant des capacités, comme vous l'avez vu sur le slide précédent, de gestion de matière qui n'étaient pas jusqu'à maintenant des matériaux qui vous permettaient d'adresser correctement vos réponses mécaniques et techniques. D'accord? Donc ça aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus facile. Alors, le petit fiable et le petit simple, juste un petit coup, effectivement, pour titiller en fait votre curiosité. La fiabilité est quelque chose qui commence à vraiment rentrer dans la partie additive manufacturing. Et aujourd'hui, on est capable de robotiser les approvisionnements et les déchargements de machines d'impression et qui font que, clairement, sur de la projection d'industrialisation, on arrive à avoir des productions qui tournent 24-24, 7-7. Donc ça, voilà, si vous êtes dans ce genre de projet avec des gros volumes, ça aujourd'hui, sachez que c'est des capacités qui ont été mises en place. Donc, il y a déjà des lignes de prod et on peut vous montrer des lignes de prod qui tournent avec 2 machines, un robot qui charge et qui décharge et qui fait même le nettoyage. J'ai un exemple de résine après, qui fait même le nettoyage du bac. Alors, quels sont les facteurs qui vont faire qu'à un moment donné, on va structurer cette industrialisation et sur quoi on va s'appuyer comme facteur pour aller... qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? J'ai essayé de vous lister un peu tous les éléments qui vont vous permettre de structurer votre projet d'industrialisation sur une voie ou sur une autre. D'accord? Donc, même chose, hein, Philippe pourra vous remettre la présentation, donc elle est à dispo s'il y a besoin, vous n'hésitez pas. Donc, ça vous permet d'avoir une petite checklist de quels sont les périmètres sur lesquels j'arrive. Concrètement, dans l'usine, sur quoi je vais me travailler aujourd'hui? Petit lot et moyen lot. Alors, c'est quoi petit lot et moyen lot? Typiquement, on a un cas d'un client qui a fait 18 000 pièces pour Stellantis. 18 000 pièces en one shot qui serait en lancement de 18 000 pièces. On n'est pas encore là-dedans. Par contre, avoir une centaine de lancements de 180 pièces, bah oui, là ça le fait. Et en fait, ces ordonnancements et ces cadencements de production ont fait qu'il a pu complètement répondre en fait à un besoin particulier de chez Stellantis. D'accord? Et là, c'était vraiment en fait une méthodologie d'industrialisation sur qualification de la pièce, qualification de la méthodologie de construction du plateau de production, qui a permis, de travailler sur les temps de séquençage par rapport à l'organisation de travail de son équipe, mais aussi les besoins de l'industriel qui était derrière, c'est-à-dire
quel était son forecast? Son forecast était à J-3, J-4, et du coup, on a préparé en fait des plateaux types de lancement pour caler en réponse d'industrialisation. D'accord. Et là, on avait vraiment un produit fini puisque les gens de Stellantis avaient un contrôle qualité de la réception de la pièce. Donc on était vraiment dans une méthodologie d'industrialisation, pas dans l'outillage. D'accord. Voilà, donc typiquement, lorsqu'on est sur ces métriques que je vous donne ici, ben, effectivement, on est capable de produire des choses assez facilement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cette partie impression 3D? Ben, aller comparer les productions classiques, d'accord? Donc la méthodologie au-dessus classique de production versus la partie impression 3D. Et qu'est-ce qui va faire des grandes différences après sur la partie d'impression 3D? Eh bien, on va le voir sur voilà, les reprises des trois technos dont je vous parlais. Et donc, on va voir que sur certaines technologies, il y a des choses intéressantes. Premier cas d'école sur lequel on va parler d'industrialisation, de la résine. De la résine avec, on avait deux types d'approches de matériel. Vous voyez, avec des formats différents, avec des rapidités différentes, avec des matériaux validés et potentiels différents sur ces constructeurs. Donc, à gauche, partie 3D système, on est plutôt sur une techno qui est fermée où le constructeur a défini des matériaux. Donc, il faut voir si dans le spectre des matériaux disponibles, ça répondait ou pas. Et puis à droite, on avait une autre machine avec un format un peu différent, une machine ouverte et donc des protocoles de matière différents. Et donc le produit en question sur lequel on a travaillé, et cette industrialisation, donc là on était sur des lots 360 pièces, et vous allez voir comment on produisait. En fait, on a produit avec, pardon, excusez-moi, j'étais dans l'autre sens, en grappage. C'est-à-dire que en fait, là on était sur des pièces qui n'étaient pas très très grandes, hein, d'accord. La pièce fait à peu près 4 à 5 cm, mais on est vraiment avec un produit esthétiquement qui est l'équivalent du produit fini injecté. Simplement, dans la construction et dans l'arborescence d'industrialisation, on a construit ce qu'on appelle du stacking, c'est-à-dire qu'on a additionné et on est allé chercher le volume capacitaire maximum de la machine pour être capable d'avoir du coup de volume de production de pièces. Voilà. Donc typiquement, 90 pièces tous les 5 heures sur cette machine-là. Okay. Vous avez vu qu'il y en avait 4. Donc l'objectif étant d'avoir à la fin de la journée vraiment de la capacité de production. Okay. Donc on avait une matière qui là, chez ce constructeur, répondait, sinon ça aurait pu être l'autre machine que vous avez vue sur les précédents slides qui aurait pu nous permettre de répondre et d'aller chercher quelque chose d'autre. Typiquement, la machine de droite que vous avez vue est celle qui a permis de répondre au projet Stellantis. Pourquoi? Parce que le projet de Stellantis avait des pièces qui faisaient 120 mm de haut, 36 de diamètre, et du coup il fallait des lots assez importants. Donc le plateau était plus gros. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait le choix à un moment donné avec le client d'aller chercher une autre méthodologie. D'accord. L'avantage sur ce produit-là, et ce qui était aussi allé chercher, c'est que là on avait juste le nettoyage de la pièce, mais qu'on avait du coup pas de post-traitement nécessaire à la réalisation de ces pièces-là. D'accord. Même topo, un autre petit exemple que je voulais vous donner sur la même base technologique, avec ici des petites bagues qui permettaient en fait de faire des parties d'étanchéité et qui étaient en fait des structures qui étaient. Alors on voit très peu le design parce qu'il est soumis à un brevet, donc il y a un petit point sur ce design qui est un peu particulier, donc je ne pouvais pas trop zoomer, mais voilà, c'est typiquement une plateforme de production sur laquelle on est allé. Autre base de techno sur laquelle on a approché de l'industrialisation, qui est cette fois-ci de la base de frittage. Donc, qu'est-ce qui a fait que sur cette base d'industrialisation, en fait, on est allé chercher des pièces? Le principe fondamental, en fait, du frittage. C'est-à-dire que dans votre enceinte, l'industriel avec qui on a travaillé sur le projet que je vais vous montrer, il a travaillé 90% de sa production de pièces, mais en même temps, ce qui l'intéressait, c'était la capacité de la souplesse et de travailler des formats de design et des dimensions différentes. Donc il y avait des diamètres 35, il y avait des diamètres 38, des diamètres 42, etc. etc. D'accord. Néanmoins, c'était globalement la même géométrie, mais avec des volumes différents. Et donc l'intérêt de cette techno, c'est de pouvoir embriquer dans une enceinte
l'ensemble des pièces de types de géométrie différentes, donc les pièces de production, mais aussi potentiellement des pièces que vous seriez en train de développer ou des pièces d'outillage dont vous pourriez aussi avoir besoin dans l'atelier. Donc là, ça a été un des facteurs clés de succès de ce client qui a été de dire j'ai cette enceinte, elle va produire, j'ai un coût de revient qui est assez faible, j'avais une matière là pour le coup qui était un PA12. Bon ben voilà, c'est comment on a choisi ça. Donc qu'est-ce qui a fait à un moment donné et quelles étaient les potentialités de travail avec ce client-là? C'était de dire ben, là j'ai pris 2 machines, mais pour les opposer un peu dans le travail qu'on a pu faire avec ce client-là, ça a été de dire à l'intérieur de ce volume de production, qu'est-ce quelle est la quantité que je vais pouvoir produire, quels sont les lots de production que je vais pouvoir harmoniser. Et pour autant, si je prenais par exemple que la machine de droite, j'ai que 8 litres de production. Donc je monopolisais à 100% en fait cette machine-là sur la pièce uniquement. Alors que dans le cahier des charges du client, il souhaitait aussi avoir la capacité de faire des dimensions différentes, mais aussi des pièces de l'outillage pour son atelier et des pièces de prototypage. Voilà, donc ça, c'est une approche aussi industrielle qui change la donne et qui permet à un moment donné d'avoir une approche différente. Le prérequis qui était aussi basé, alors je vais vous montrer après les pièces, mais dans cette enceinte, on a capacité, une fois qu'on a défini les contraintes mécaniques et les contraintes dimensionnelles, à figer l'orientation d'impression dans la machine. C'est-à-dire que la pièce en question, si c'est par exemple un tube, et qu'on dit ben, pour avoir une parfaite concentricité, on va l'imprimer en vertical, eh bien cette pièce-là sera toujours imprimée en vertical dans l'enceinte. D'accord ? Ce qui a pour effet de vous garantir en fait la répétabilité et la constance de la production dans votre enceinte de production. D'accord ? Et le logiciel positionne les autres pièces en automatique. Donc, vous n'avez rien à faire, vous jetez les pièces STL et vous les obtenez. Ce qui a permis à ce client de créer une bibliothèque digitale de production et de faire des lots types de production. Donc avec des lots de 25 pièces, des lots de 30 pièces, des lots de 50 pièces, etc. Ce qui lui permettait de se caler sur son forecast. Voilà, donc vous voyez les contraintes qu'on avait listées pour chacun des matériels. Et l'objectif a été celui-ci. Donc voilà comment on a travaillé avec le client. En fait, on a fait des simulations de production en disant soit j'ai un grand bac et je lance des productions, j'ai ce volume-là et voilà tout ce que je suis capable d'intégrer. Soit je vais faire en fait une méthodologie de duplication de moyens. Et donc du coup, je vais avoir la capacité de répétabilité et de liberté et de souplesse aussi d'organisation à l'intérieur de ma journée. Donc c'est ce qui a fait à un moment donné le choix final, puisque au finish, son système chez cet industriel-là est un hybride, c'est-à-dire qu'il a une machine qui est une grosse machine de production avec un gros volume, qui va lui permettre en fait de faire des gros lots de production, et puis ensuite il va aller gérer la souplesse de production avec ce que vous voyez à gauche, les 7 machines qui sont là pour répondre à des besoins soit temporaires, soit de souplesse à l'intérieur de la journée, de réactivité par rapport à ces besoins de production. Un petit exemple sur un groupe, voilà, d'une pièce qui a été gérée. Donc là, on a été forcément lié avec une grosse machine puisque le diamètre en fait était beaucoup plus important. Mais typiquement, et ben aujourd'hui, cette pièce-là dans l'enceinte, elle est imprimée en sandwich, si on peut dire ça comme ça. Et donc, ben, au fur et à mesure, il lance ses productions de calage. D'accord ? Typiquement sur des pièces comme ça, auparavant, il avait un délai d'approvisionnement qui était entre 8 et 10 semaines. Et donc c'est ce qu'il a cherché chez Lonati. Ils ont cherché en fait à réduire ce délai d'approvisionnement de façon assez importante. Et au-delà de ça, le coût de revient, parce que pour le coup, dans la matière dans laquelle c'est réalisé, comme c'était essentiellement un système de posage et de blocage, ça lui a permis de travailler différemment. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces périmètres-là, ou sur la technologie qu'on a utilisée, ou sur les 2 projets que je vous ai présentés? Non ? Bon, j'espère avoir été assez clair. Je suis là 2 jours, on est au stand 19 vers l'entrée, donc voilà, vous vous arrêtez, vous n'hésitez pas à venir nous voir et à venir nous interroger. Nous, on est intégrateur, donc en fait, on est sur 11 pays,
C'est-à-dire qu'on est capable de vous accompagner du Portugal jusqu'à Dubaï et on a une quinzaine de marques au catalogue. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur la méthodologie que je vous ai décrite, c'est-à-dire de vous accompagner sur votre besoin à vous et pas sur la capacité d'une marque ou d'une machine. Aujourd'hui, si on veut être sur de l'industrialisation, il ne faut pas avoir une machine au catalogue. Parce qu'en fait, potentiellement, vous êtes à côté de votre besoin à vous. Donc peut-être que même à l'intérieur de chez vous, en fonction des natures de pièces, il y a peut-être deux technologies qui vont être en parallèle travaillées sur des besoins différents. D'accord. Il ne faut pas rester fermé. Donc l'ensemble du catalogue que l'on a, il a pour objectif de couvrir toute la chaîne 3D, depuis les logiciels de simulation, reverse ou contrôle dimensionnel, jusqu'au post-traitement, donc scanner, imprimante et post-traitement. Voilà. Ok. Mais on fait que de la 3D. On fait pas d'autre chose. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui passent qu'une journée et deux bonnes journées pour ceux qui passent 2 jours. N'hésitez pas à venir nous voir en tout cas. Merci beaucoup.